thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à tous, nous sommes ici dans les studios de RLP Radio avec Sandrine et Nathalie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Sandrine, vous êtes adhérente de l'association Les Roses Poudrées et vous avez eu un cancer du sein. Parlez-nous de votre parcours au cœur du cancer. Alors, j'ai été diagnostiquée en 2024. En fait, j'avais senti une boule dans mon sein. Donc, j'ai fait les examens pour. Et en avril 2024, on m'a diagnostiqué un cancer du sein HER+. Donc, j'ai commencé à faire les examens très rapidement. J'ai passé donc tous les examens, chimiothérapie, opération, re-chimiothérapie, radiothérapie. Et maintenant, je suis en hormonothérapie. Donc vous êtes en hormonothérapie, pour ceux qui nous écoutent, donc on est sur un traitement hormonal sur une durée de 5 à 10 ans en fonction des personnes. C'est ça, tout à fait. Moi, j'ai pour 10 ans. Vous en avez pour 10 ans et donc pour rappel, on est sur un traitement qui va limiter la réapparition du cancer, le risque de récidive suite à la guérison de la patiente. Oui. Et donc ça va permettre finalement de limiter la récidive du cancer sur les oestrogènes, éviter que les hormones féminines, les oestrogènes soient stimulés et donc qu'il y ait une réapparition de cancer. C'est bien ça. Tout à fait. Là, vous êtes à distance actuellement des traitements principaux. Comment vous avez vécu ces traitements, la radiothérapie notamment ? En fin de compte, la radiothérapie, ça a été pour moi le moins compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment la chimiothérapie. C'est même d'abord l'annonce. L'annonce a été terrible, je ne m'y attendais pas. C'est un tsunami qui nous arrive. Heureusement qu'on est entouré, et il faut être entouré. Donc la chimiothérapie, oui, qui a des lourds symptômes de traitement. Et après, j'ai été opérée. Je pensais m'arrêter là, avec la radiothérapie, mais non, on m'a remis des chimiothérapies. Donc pour moi, ça a été long, très long. Donc vous avez eu la chimiothérapie, ce qu'on appelle néoadjuvante, juste avant l'opération, la chirurgie, et puis la chimiothérapie après, pour finalement limiter, en cas de cellules cancéreuses restantes, partiellement restantes dans le sein, limiter la récidive, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Mes premières 6 chimios ont été pour diminuer la tumeur, pour pouvoir en fait garder mon sein. Sinon, je perdais totalement, je faisais une mastectomie. Là, ils ont pu faire une tumérectomie. Mais en faisant l'opération, ils ont eu peur qu'il y avait des petits fragments qui restaient. Donc, pour rappel, la tumorectomie est un retrait finalement de la boule cancéreuse de la tumeur, peu importe la taille, avec un retrait des ganglions lorsque la tumeur a atteint les ganglions sentinelles au niveau du sein. Est-ce que ça a été votre cas ? Ils m'ont enlevé le premier. Ils ont fait des examens. Au niveau du premier, comme j'avais rien, ils se sont arrêtés là. Le premier est parti en analyse, il est revenu sain et ils se sont arrêtés là. Là, actuellement, vous êtes quand même à distance des traitements principaux. Est-ce que vous avez récupéré l'ensemble de votre condition physique ? Est-ce que les effets secondaires sont entièrement effacés ou il vous en reste sur le long terme ? Pas du tout. En fait, il m'en reste certaines séquelles, je veux dire, notamment les douleurs articulaires, la fatigue, les insomnies. C'est lourd à porter. On croit que c'est fini et finalement, ça continue et c'est assez handicapant dans notre vie. L'hormonothérapie entraîne justement les douleurs articulaires, on le sait. Les insomnies également, vous pensez que l'arrivée de ce traitement dans votre vie a pu entraîner des insomnies ? Vous en aviez toujours eu ? Non, j'en ai jamais eu des insomnies. Ça a commencé au début, lors de l'annonce. Après, ça s'est arrêté lors de la chimio et radiothérapie, ça allait. Et depuis que j'ai commencé l'hormonothérapie, là oui, c'est assez régulièrement. Et donc, ces insomnies, est-ce que vous avez des techniques de relaxation, de méditation pour justement éviter ces effets secondaires comme les douleurs articulaires ? Est-ce que vous avez trouvé de quoi les limiter, notamment faire de l'activité physique ? Oui, pour les douleurs articulaires, j'ai trouvé... je faisais un peu de natation, là je me suis remis à la natation et ça me fait beaucoup de bien. Ah, c'est bien. Ouais. Et pour les insomnies, c'est des petites techniques pour moi-même. C'est plus les méditations que j'essaye de faire. Ou après, je lis un livre, quelque chose qui essaye de me détendre pour dire d'arrêter les petites mauvaises... Les mauvaises pensées qui arrivent, voilà. Ou les mauvaises énergies qu'on peut se transmettre à soi-même parfois. Tout à fait, c'est bien ça. Donc, les effets secondaires, on en a déjà discuté. Est-ce que vous êtes entièrement passé à autre chose ou vous restez encore très vigilante à votre hygiène de vie comme au cœur de la maladie ? Je reste vigilante parce qu'avec l'hormonothérapie, en plus, j'ai pris du poids. Donc, je suis continuellement en train de faire attention
à ce que je mange, à ma condition, en fait, compte physique. Je le précise, l'hormonothérapie va finalement endormir le système régulateur des graisses. Donc naturellement, la femme, mais même l'homme en situation qui prend l'hormonothérapie au quotidien sous forme de cachet, par exemple le matin au petit déjeuner ou le soir, va naturellement prendre du poids, de la masse graisseuse. Naturellement, le taux de masse musculaire va diminuer, le taux de masse graisseuse augmenter, sans forcément changer l'hygiène de vie. D'où l'intérêt d'être très vigilant. Reprise de la natation, alimentation saine, bonne hydratation, j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Finalement, le cancer vous a centré sur vous-même davantage ? Oui, oui, je fais beaucoup plus attention à moi et surtout, j'écoute mon corps. Ce que je ne faisais pas forcément avant, ça partait dans tous les sens, j'étais souvent vite. Que là, maintenant, je suis obligée, même si je ne m'écoute pas, de toute façon, le corps le fait par lui-même en disant stop. Oui. Et donc, je dois me reposer systématiquement. Donc vous avez finalement appris à vous écouter, à connaître les signaux du corps. Est-ce que vous avez vraiment installé un nouveau mode de vie suite à l'arrivée du cancer ? Est-ce qu'il y a eu des changements radicaux ou finalement vous étiez juste sur des choses à améliorer dans votre vie et vous aviez déjà des bases saines ? Alors j'avais déjà des bases saines. Ce qui change, c'est que je sais que si, par exemple, je pars en vacances ou si je pars même quelques jours chez mes parents dans le Nord, je sais que systématiquement, en revenant, je dois reprendre 1 ou 2 jours tranquille. Sinon, je ne m'en sors pas. Sinon, voilà, il y a une surcharge peut-être qui s'installe, mentale, physique. Une fatigue physique et même mentale, mais plus physique. Voilà. D'ailleurs, on parle d'asthénie au cœur des traitements. Vous les avez déjà à connaître au cours de la chimiothérapie. Ça peut être au cours de la radiothérapie, en plus des brûlures en lien avec les machines qui envoient les rayons. Et il y a certainement, au cœur de l'hormonothérapie, une fatigue qui reste, une certaine asthénie, parce que chaque traitement n'est pas anodin. Oui, ça a été reconnu. Ça a été reconnu par mon médecin du travail, par mon médecin, que cette asthénie, c'était déjà par les premiers traitements, mais que l'hormonothérapie en remet une couche. Et donc, Sandrine, vous avez une belle expérience au sein de l'association Les Roses Poudrées, que vous avez connue, donc au cœur du cancer, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. J'étais en pleine chimiothérapie, j'allais commencer ma radiothérapie, et donc c'était en décembre 2024. J'ai trouvé un flyer des Roses Poudrées à la clinique. Comme je me sentais un peu, malgré que j'étais bien entourée avec mon entourage familial, je sentais comme un vide. J'avais besoin de rencontrer des personnes qui avaient vécu la même chose que moi et pouvoir en parler, pouvoir discuter, dire ce qu'on ressentait même, parce qu'à force de parler avec nos aidants, on a l'impression de les embêter. On n'a plus trop envie de poser des questions, de leur dire ce qu'on ressent exactement, parce qu'ils en souffrent eux aussi de notre maladie. Donc j'avais vraiment ce besoin de rencontrer ces personnes-là avec moi. Au-delà des psychologues aussi, j'imagine, qui vous ont accompagné au cœur de la maladie. Oui. Vous avez eu besoin finalement de parler avec des personnes qui ont le même chemin que vous, qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous donner même des conseils, parce que les corps ont vécu la même chose, les mêmes souffrances, mais aussi les mêmes questionnements. Tout à fait. Pour moi, c'était primordial de rencontrer les mêmes personnes. Et même pas forcément d'avoir des réponses, mais de se sentir comprise. En fin de compte. Que les personnes puissent accueillir finalement votre posture, l'effet miroir finalement, voilà, psychologiquement parlant. Oui. Quelle est votre expérience au sein de l'association Les Roses Poudrées ? Si vous pouvez nous toucher un mot également de l'historique. Moi, je suis rentrée en décembre 2024 dans cette association. C'était une journée de cocooning, le soin des mains. Je suis arrivée, j'étais pas sûre de moi quand je suis arrivée. Et un petit peu déprimée, je suis ressortie de ce cocooning avec le grand sourire et avec, je sais pas, un gros cœur. C'était extraordinaire. Donc, j'adore retourner avec eux. À chaque fois qu'il y a une manifestation, un atelier de blabla, cocooning, j'y vais parce que ça me fait beaucoup du bien. Mentalement. Vous parlez beaucoup de l'aspect mental et vous avez du coup mis en place de nombreux ateliers, notamment, si j'ai bien compris, au château de Jumliac, il n'y a pas très longtemps. Des objets également qui sont créés pour Octobre Rose et le marché de Noël, bien sûr, annuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus sur ces événements qui nous intéressent ? Le château de Jumliac, c'était une grosse journée. On a 3 journées dans l'année à peu près. C'est des journées roses poudrées. Donc, on va dans un lieu. Là, c'était le château de Jumliac. On se fait coucouner, donc on se fait coiffer, maquiller. Et après, on se fait prendre en photo par un photographe. C'est pour l'estime de soi. Ça fait énormément de bien parce qu'on se fait un petit peu démolir quand même par la maladie. Donc, on a besoin de se revoir, entre guillemets, belle.
Donc ça, c'est ces grosses journées rose poudrée. Après, on fait des autres ateliers, des ateliers cocooning, donc les soins des mains, soins du visage. Et après, on a les blabla, les après-midi blabla, où on raconte tout et n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. Vous me dites que vous faites coiffer, maquiller. Le maquillage, notamment, je vois que vous avez un super vernis aux ongles. On est sur des produits adaptés aux personnes en situation de cancer. Est-ce que c'est des produits spéciaux ou pas forcément ? Si, à chaque fois, elle nous fait connaître des nouveaux produits ou c'est tous des produits exprès pour les personnes atteintes de cancer. Pour limiter finalement les produits chimiques, maquillage industriel ? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Pour préparer notre peau aussi aux soins, au traitement plutôt. Et pour renforcer la résistance des ongles, ça c'est important aussi. On est finalement sur, au-delà de l'aspect esthétique, du thérapeutique, des soins thérapeutiques qui servent de bouclier au cœur des traitements. Donc on n'est pas sur simplement l'aspect esthétique qui est juste beau à proprement parler. On est sur des soins qui vont vous permettre de vous sentir belle au cœur des traitements et de vous protéger. De nous protéger surtout, oui. Je me tourne vers Nathalie. Vous êtes une ancienne adhérente de la CAMI, Nathalie. Parlez-nous de votre parcours au cœur du cancer. J'ai été diagnostiquée en décembre 2021, donc à droite. Et pour faire diminuer la tumeur, j'ai donc pris 6 mois d'hormonothérapie. L'hormonothérapie n'a pas fait diminuer la tumeur, donc j'ai été obligée de passer par la mastectomie, donc ablation totale du sein droit. Et ensuite, j'ai fait donc 3 semaines de radiothérapie. La mastectomie, ça a été quelque chose de très difficile, même si j'ai peu de poitrine et que je dis que j'ai des œufs sur le plat, mais bon, quelque part, on est un peu déséquilibré et c'est très difficile d'enlever le sein. Vous parlez d'un déséquilibre, on parle d'aspect postural et bien sûr psychologiquement. Tout à fait. Un bouleversement de l'image de soi-même ? De soi-même, physiquement et puis psychologiquement, puisque la société veut aussi qu'on soit dans un cadre, il faut avoir les 2 seins pareils, il faut être... voilà. Et donc, on enlève aussi un objet sexuel aussi, peut-être, quelque part. Même si, à mon âge, c'est pas plus grave, mais quand même, ça fait partie aussi de nous, en fait. Donc oui, ces aspects-là, c'est difficile. Selon vous, c'est moins difficile à votre âge que pour quelqu'un de 20 ans d'avoir un retrait de sein ou c'est exactement la même chose ? Non, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est... Alors, c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Voilà, parce que des jeunes femmes à qui on enlève un sein, pour la maternité, ça peut être quelque chose de compliqué, par exemple. Moi, j'ai plus de maternité à avoir, j'en ai 3 et qui sont beaucoup plus âgées. Mais quelque part, oui, pour soi-même, pour la relation avec la personne avec qui on vit. Et physiquement, oui, c'est... Voilà. On est aussi habitué à se dire, elle est normale, entre guillemets. Moi, maintenant, je suis plus normale, je suis Amazone. Et ça, c'est important. C'est un chemin important à faire. Les Amazones, d'ailleurs, qui sont vues aussi dans la mythologie comme des femmes guerrières, donc qui sont aussi très valorisées par la mythologie. Vous parliez d'hormonothérapie. L'hormonothérapie, pour rappel, donc pour vous, ça a été un cachet que vous preniez le matin, le soir, à domicile ? C'était au choix, matin ou soir. C'était matin ou soir. Ouais, et vous avez finalement bénéficié de ce traitement avant, donc pour tenter de réduire la tumeur, avant la chirurgie, qui a été donc un retrait total du sein. Est-ce qu'il y a eu reconstruction pour vous ? Non, sans reconstruction. Sans reconstruction. C'était mon souhait au départ. Et j'en suis très heureuse, puisque c'était vraiment ça. Et donc, on m'a aussi enlevé 2 ganglions qui étaient atteints. 2 ganglions sentinelles, donc tout à fait comme on en parlait avec Sandrine tout à l'heure, un ganglion qui est parti en analyse d'un pôle scientifique qui va finalement analyser ce ganglion minutieusement et suite au retour, il peut y avoir un retrait de d'autres ganglions. Est-ce que vous avez une atteinte de la mobilité du bras suite à cette mastectomie ? C'est une chirurgie qui n'est pas anodine ? Alors oui, tout à fait. Au départ, on ne peut pas... On peut à peine bouger le bras, on peut à peine aller chercher un aliment en hauteur dans un meuble. Et donc, il faut faire de la kiné. Enfin, après, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Et la kiné aide beaucoup. Mais avant la kiné, en attendant que la radiothérapie soit terminée, j'ai fait la CAMI, du coup, qui m'a énormément aidée, puisque c'est quelque chose qui est adapté aux personnes ayant une maladie ou étant hospitalisées. Donc, c'est très, très doux. Donc, ça, c'est important. Et puis, la CAMI est complémentaire au kiné finalement. Le kiné va agir finalement en massant directement la cicatrice ou en venant mobiliser le bras, en vous touchant. Et la CAMI va vous montrer des mouvements pour accompagner le travail du kiné. Donc on est complémentaires, nous les praticiens, à la CAMI Sport et Cancer, donc kinésithérapeute. Quels ont été les bénéfices pour vous, Nathalie, de la CAMI ? Justement, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est les premiers mouvements
pour rebouger que je faisais. À part marcher, je faisais uniquement ça. Je suis quand même quelqu'un qui aimait le sport avant. Et donc, ça m'a permis de retrouver les mouvements, de retrouver des sensations dans mon épaule et aussi dans le corps, parce que quelque part, pendant 3 mois, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, c'était important de me remettre en mouvement. En fait, ça m'a beaucoup aidé. Vous étiez sportive avant. Quel sport vous avez fait auparavant ? Je faisais de la natation, du yoga, et beaucoup de marche, beaucoup de randonnée. Vous étiez quelqu'un de dynamique, c'est vrai, il y a eu un temps d'arrêt, donc vous avez eu cette volonté de reprendre. La Camille vous a permis aussi de vous rendre compte des capacités qu'il vous restait. Il y a peut-être des mouvements que vous avez réussi à faire que vous ne vous pensiez plus capable de faire ou que vous ne vous autorisiez plus. C'est ça, parce qu'en plus, après la mastectomie, on a peu de sensations puisque certains nerfs sont atteints et on a l'impression que le côté où il y a eu la mastectomie ne bouge plus puisqu'on ne le sent pas. Donc effectivement, la Camille m'a permis de me dire ce côté-là existe encore, donc je peux m'en servir. Vous aviez les sensations, vous rendiez compte que voilà, le quotidien était possible, l'amélioration du quotidien était possible par les mouvements de la Camille et du kiné, bien sûr, n'oublions pas. Qu'est-ce que le kiné vous faisait faire en particulier suite à cette chirurgie ? Est-ce qu'il a attendu un moment avant de vous prendre en charge, peut-être 1 mois après la chirurgie ? Alors moi, je n'ai pas été prise en charge avant la radiothérapie. Parce que je n'ai pas eu le temps entre les deux, les rendez-vous ont été difficiles, donc j'ai été prise en charge qu'après la radiothérapie. D'accord, donc tout s'est enchaîné un peu pour vous finalement. Oui, tout à fait. J'ai commencé par la Camille qui était très près de là où j'avais la radiothérapie et ensuite j'ai fait la kiné. On sait que pour vous, les patients, vous avez quand même un emploi du temps de ministre avec beaucoup de rendez-vous qui s'enchaînent et parfois il y a les obligations des traitements qui prennent le dessus sur les soins de support, on le sait. Mais vous êtes quand même membre, Nathalie, de l'association Périgueux Épée, on peut dire riposteuse aussi. Présentez-nous cette association justement avec laquelle la Camille a eu l'occasion de collaborer et vous êtes déjà passée à la radio justement sur RLP en parler dans d'autres podcasts. J'invite les auditeurs et auditrices à écouter ce podcast qui est formidable. Alors oui, riposte, c'est donc un sport adapté aux femmes qui ont eu un cancer du sein, où on a le sabre dans la main et on fait des mouvements pour récupérer effectivement la force, la souplesse et récupérer des gestes de la vie quotidienne. Par exemple, aller chercher une salière en haut d'un meuble ou alors faire une pâtisserie et avec un fouet, ce qu'on ne peut pas forcément faire après l'opération. Donc ça, c'est très important. C'est un petit quart d'heure où on fait l'échauffement, et il y a un petit quart d'heure où c'est très intensif, où on ressort, et le cœur et les bras sont bien essoufflés, mais c'est très très efficace. Et moi, ça m'a permis en fait de ressortir la violence que j'avais à ressortir quand je tapais avec mon sabre. Je ressortais la violence que je ressentais. Donc ça a aussi un effet psychologique. C'est comme un défouloir psychologique contre la maladie. Vous avez pu vous défouler, exprimer toute la rage que vous aviez au cœur de la maladie, si je comprends bien. Oui. Puis vous avez pu finalement travailler la technique par l'élévation médiale, le latéral du bras. On le sait, sur le mouvement d'escrime, il y a une ouverture du grand pectoral qui permet une rééducation suite à la chirurgie et surtout une mastectomie. Et il y a également finalement tout ce travail cardio, on n'oublie pas, vous bougez en permanence et je l'ai vu, j'ai été sur les séances avec Clément, vous êtes dynamique tout le temps, vous relayez, il y a des petits travails aussi avec les plots en échauffement, c'est bien ça. Je me souviens. L'échauffement, il change à chaque fois, donc on fait beaucoup d'échauffement des jambes parce qu'en escrime, effectivement, on bouge beaucoup. On se déplace beaucoup. Alors, c'est lui qui gère, donc moi, je ne fais que suivre. Et après, effectivement, entre guillemets, on va taper sur Clément, notre maître d'armes. Et donc, c'est notre défouloir. C'est le défouloir. Clément, finalement, qui vous accompagne avec beaucoup de bienveillance, qui est très à l'écoute aussi, précisons-le, de vos douleurs. S'il y en a une qui est un peu mal un jour J, il va aussi savoir alléger et donc adapter la pratique. Sandrine, est-ce que ça vous donne envie, vous, de venir à Périgueux Épée, la façon dont Nathalie parle de cet assaut ? Lors d'une journée, c'était Octobre Rose, tu nous as fait découvrir ce sport. J'ai fait même quelques essais. Non, c'était très agréable. C'est vrai que je comprends l'effet défouloir. Après, c'est l'horaire. Et j'habite un peu plus loin que Périgueux, donc c'est plus problématique pour moi. Mais je comprends qu'elle y va. Vous comprenez l'enthousiasme ? Tout à fait, c'est ça. Justement, vous êtes aussi ambassadrice, Nathalie, je me tourne vers vous, des Roses Poudrées. Quelles actions vous avez honorées au sein des Roses Poudrées ? Alors, vous m'avez parlé de 3 événements principaux qui créent une réunion 1 fois par mois quand même, c'est pas rien. Je vous laisse développer ce sujet très intéressant. Alors oui, on se regroupe à peu près 1 fois par mois, 1 mois et demi à peu près en tout cas, avec 3 événements effectivement. Donc le premier événement, c'est Journée Rose Poudrée. C'est toute une journée que l'on partage ensemble, de 10h à 17h en général, et j'essaye de trouver des lieux un peu magiques, comme le château de Jumillac la dernière fois.
Et donc, le but de cette journée, c'est de se retrouver ensemble, d'avoir la parole, de pouvoir parler entre nous avec beaucoup de bienveillance, mais aussi de se faire prendre soin de nous par une socio-esthéticienne, donc qui est formée en socio-esthéticienne et par rapport au cancer, et donc qui nous maquille pour qu'on se trouve belle. Ensuite, on peut se faire coiffer, faire un massage du crâne, voilà, pour être encore plus belle, on va dire. Et puis, on va passer derrière l'objectif d'un photographe professionnel, ce qui nous permet, quand on voit la photo, se dire, on est belle, on peut être belle, et donc de reprendre peut-être confiance en soi aussi. Et puis, ces photos, si les personnes sont OK, elles sont mes ambassadrices, c'est-à-dire que j'ai un album photo et que je montre qu'on est belle et que le cancer, il a été là, mais on fait aussi des belles choses et on vit des belles choses. Ensuite, le deuxième événement, c'est l'atelier cocooning. Donc, l'atelier cocooning, c'est environ 3 heures avec la socio-esthéticienne qui nous propose des soins socio-esthétiques individuellement et aussi peut-être, par exemple, fabriquer de l'huile pour le visage ou alors faire des soins visage chacune autour d'elle. Comme ça, c'est commun. Et ensuite, on fait un blabla. Donc, un blabla autour d'un café, d'un goûter, peu importe. Et on parle de la pluie et du beau temps, de nos familles, de notre cancer si ça vient ou pas. Et avec beaucoup de rire. Je pense qu'on rit beaucoup. On peut aussi pleurer ou être triste, mais ça fait partie de la vie. Donc, on fait partie de la vie et on continue à vivre et on en profite. C'est très beau ce que vous dites, vous accueillez les émotions, le bien-être finalement pour permettre d'être détendue et encore plus belle, et finalement la photo pour prendre confiance en soi et le maquillage bien sûr pour s'offrir une nouvelle image de soi. On va conclure ce reportage passionnant en vous proposant de décrire votre association Les Roses Poudrées en 3 mots. Je me tourne vers Sandrine pour cette question. Alors je dirais la bienveillance entre nous toutes, le cocooning, et après, le lien et l'écoute. Bon, ça fait 4. Alors, il y en a certains qui sont communs, effectivement. Donc, la bienveillance, but de douceur et prendre soin de soi. Des mots qui révèlent la mentalité et l'ambiance au sein de l'association. Merci à vous deux pour ce reportage passionnant. Merci. On se retrouve donc pour le prochain reportage sur la chronique Camille, activité physique thérapeutique et cancer. Parlons-en.